Émerveillez-vous, vous êtes à Tanger. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Radio Les Insolites. J'ai l'immense joie d'accueillir Ariela Aïcha Azoulay, venue à Tanger pour présenter son livre publié aux éditions Roth-Bokrik, La résistance des bijoux contre les géographies coloniales. Nous sommes sur la terrasse magnifique de l'hôtel La Tangerina à la Casbah. Nous allons entendre, et vous aussi, les mouettes, les bruits du port et un petit fond musical. Ma chère Ariela Aïcha, bonjour. Bonjour Stéphanie, je suis ravie d'être ici, d'être avec toi et d'être invitée par les Insolites. Merci infiniment d'avoir accepté cette interview, cette invitation. Ça fait des mois que je l'attends comme une fébrile amoureuse. Je vais te présenter à nos auditrices et auditeurs avant de commencer. Tu es écrivaine, chercheuse, cinéaste et documentariste expérimentale et commissaire d'archives anticoloniales. Tu es née en 1962 dans la colonie sioniste de Palestine et tu tiens à cette dénomination, donc je la répète. Tu enseignes à l'université Brown la théorie politique, la résistance aux formations impériales et les imaginaires anticoloniaux, réclamant à grande plume ce qu'on appelle le tikkun olam, c'est-à-dire la réparation du monde. Tu es l'auteur de nombreux livres et documentaires. Beaucoup de ces livres n'ont pas encore été traduits en français et je le déplore pour nos auditrices et auditeurs qui lisent le français. Je vais en citer quelques-uns en anglais. Potential History and Learning Imperialism, The Civil Contract of Photography, Civil Imagination, The One State Condition, Occupation and Democracy in Israel-Palestine, From Palestine to Israel, A Photographic Record of Destruction and State Formation. Et puis en 2023 va paraître aux éditions Roth-Bokrik. Incroyable ces éditions, il faut le dire, elles n'existent pas depuis très longtemps, mais elles font déjà beaucoup de bruit dans le monde de l'édition. Un texte qui a été traduit de l'anglais vers le français, notamment par un des éditeurs, Jean-Baptiste Naudy, que nous saluons, La résistance des bijoux contre les géographies coloniales, qui va faire l'objet de notre entretien aujourd'hui. Alors ce livre, tu vas nous en parler, il a connu plusieurs étapes d'écriture. Il a commencé à être écrit en 2003, en hébreu, puis il a été réécrit. Moi, je voudrais que tu nous racontes de quelle manière tu as pu étoffer ce livre, pourquoi tu as souhaité l'étoffer et ne pas passer à un autre texte entre 2003 et puis sa publication en France en 2023. Oui, merci. Merci pour cette présentation et merci pour cette question à laquelle je suis vraiment contente de répondre puisque c'est au cœur de mon travail. Mais je voudrais tout d'abord dire que le livre consiste de 2 essais. Le premier qui a été écrit et réécrit depuis 2003, comme tu viens de dire. Et puis le deuxième qui a été écrit à l'occasion de ces livres, qui fait partie aussi de mon travail plus large sur l'Algérie, sur la destruction du monde juif musulman et sur les bijoux ou la bijouterie. Maintenant, à ta question par rapport au premier texte. Pourquoi réécrire ce texte? Parce que ce texte parle de la langue. Et en fait, c'est avec la langue qu'on écrit des livres, n'est-ce pas? Et ce texte parle de la compréhension, petit à petit, que ce qui m'a été donné comme langue maternelle ne l'est pas, en fait. Et je ne peux pas dire que c'est une découverte, puisque c'est quelque chose que tu apprends petit à petit. Mais apprendre ça, c'est un peu choquant, c'est un peu bouleversant, puisque tout d'un coup, tu perds ce qui te paraît le plus naturel. Et le jour où j'ai compris qu'en fait ma langue maternelle m'a trahi ou m'a donné comme un poison en fait pour que je sois quelqu'un d'autre, j'ai commencé un processus de réécriture en fait. Alors j'ai écrit la première version en 2003 et ensuite, et comme la langue maternelle c'est lié aussi à la transmission parentale, alors j'ai réécrit le texte après que mes parents ont décédé. Et puis j'ai réécrit le texte après que j'ai immigré aux États-Unis, que j'ai quitté la colonie sioniste en Palestine. Donc à 3 étapes, j'avais vraiment besoin de poser les mêmes questions et d'arriver à répondre à ces questions d'une manière un peu différente.
c'est pas que tout texte que j'ai écrit, j'ai besoin de réécrire, mais ces textes-là étaient vraiment formatifs dans ma position d'écrivaine, dans ma position d'une théoricienne politique. Et puis j'avais vraiment une urgence de les réécrire. Ils ne pouvaient pas rester tels quels. C'est un livre qui fait suite à tes ouvrages théoriques, ceux que je viens de citer en anglais, que tu avais écrits auparavant, si ce n'est que celui-ci, me semble-t-il, apporte une autre dimension parce que tu vas entremêler cette fameuse réflexion politique, cet engagement de théoricienne, et puis il va y avoir cette mise en abîme du récit personnel, puisqu'en fait, on ne répondait pas tout à fait dans la première question, mais c'est à la mort de ton père où des choses vont faire jour, en fait. Pour moi, ce livre, tu as parlé de bouleversement. Quand je l'ai lu, ça a aussi été un bouleversement. Ça a été un bouleversement comme des mystères qui sont enclos dans des sortes de boîtes de Pandore, dans beaucoup de familles, où en effet, nous pensons que nous sommes ce que nos parents nous disent que nous sommes, et d'une manière assez surprenante, nous les croyons. Nous sommes tentés de les croire. Et puis dans ce livre, il y a un renversement à un moment. Alors dans la manière narrative, c'est-à-dire tu observes à distance les processus politiques de désidentification d'une population quand elle a été colonisée, on va dire les mots tels qu'ils sont, mais aussi la manière dont les familles sont elles-mêmes colonisées de l'intérieur, dans l'intime, par les grands mouvements historiques, par les grands mouvements de domination politique, et comment ces mêmes familles, ou certains membres des familles, jouent le jeu de ces idéologies. Et ce récit personnel, en fait, me semble presque résonner encore davantage qu'un objet purement théorique, tu vois, si c'était simplement un essai. Tandis que là, ce livre a déjà vécu aux Insolites. Ça fait plusieurs mois que je le partage avec notre clientèle, avec les personnes qui me semblent sensibles à ce sujet. Et j'ai systématiquement des retours de personnes avec des parcours extrêmement différents qui reviennent en disant ça résonne beaucoup, comme si ces personnes-là aussi avaient ouvert la boîte de Pandore. Qu'indique ce texte qui est très bouleversant dans ton parcours de chercheuse? Qu'est-ce qu'il pose comme jalon? Oui, alors je voudrais répondre à plusieurs choses parmi ta question. Tout d'abord, c'est vrai que les familles nous disent qui on est et puis on découvre autre chose. Mais dans mon cas, je voudrais insister que ma famille n'est qu'une famille parmi beaucoup d'autres. Moi, je suis née dans ce que j'appelle dans ces livres les usines à humains. Je suis née dans la colonie sioniste en Palestine où on a créé des bébés pour empêcher les Palestiniens de retourner chez eux. Donc il s'agit d'un projet colossal, je voudrais dire. Tu vois, un projet presque de la science-fiction. Tout à fait. Prendre des bébés et les convertir dans une histoire qui n'est pas les leurs, n'appartient pas à leurs ancêtres, et leur dire, mais à partir d'aujourd'hui, vous êtes Israéliens. Ça, c'est vraiment de la science-fiction. En 1948, on crée un État, on détruit la Palestine, et tous les bébés qui naissent à partir de ce moment-là, moi je suis née en 62, donc à partir de 1948, les bébés naissent avec cette conscience qu'ils sont Israéliens. Tout autour, on leur dit, vous êtes Israéliens. Donc c'est la famille, c'est ma famille, mais c'est tout l'environnement, c'est toute l'usine, en fait, qui m'a fabriqué. Et le jour où j'ai appris qu'on m'a fabriqué, je résiste. Et je pense que c'est cette résistance qui résonne avec beaucoup d'autres gens, qui n'ont pas eu nécessairement mon trajet personnel, mais la compréhension qu'en fait, on nous a fabriqués pour servir des projets beaucoup plus grands que nous, et des projets auxquels on ne voudrait pas assister, on ne voudrait pas participer à ces projets. Et on comprend qu'il y a quelque chose de beaucoup plus compliqué que d'avoir une position politique contre, puisque c'est quelque chose qui est fait à travers nos corps, à travers nos mémoires, à travers nos gestes. Alors je pense, tu as raison de dire que c'est un texte très très intime et personnel, mais c'est aussi pour moi un texte de la théorie politique qui justement dit, c'est dans notre âme, notre corps, nos gestes que l'Empire intervient.
Donc il fallait que j'écrive ça vraiment avec mon corps. Mais ce que j'ai écrit résonne avec beaucoup d'autres. J'ai jamais reçu autant de notes de gens que je connaisse pas qui m'envoient des notes et qui me racontent leur histoire, leur biographie et qui me disent jusqu'à quel point les livres leur bouleversent puisqu'ils croisent leur biographie. Tu vois, j'ai publié 15 livres. J'ai jamais eu ce retour. J'ai eu beaucoup de retours par rapport à, tu vois, à la théorie politique, par rapport à mon travail sur la photographie. Mais là, c'est une autre réponse que les livres provoquent. Et justement, puisque c'est à la fois un livre très intime, mais aussi un livre de la théorie politique qui indique comment il faut en fait briser, je dirais, les chaînes. Les chaînes qui nous enferment dans ces identités, dans ces géographies et qui nous utilisent justement pour la perpétuation des projets coloniaux. Dans mon cas, je pense qu'il y a aussi, pendant des années, j'ai travaillé contre la destruction de la Palestine, contre l'occupation, contre la colonisation. C'est seulement au moment où mon père est passé, mon père est décédé, que je me suis rendu compte qu'en fait, j'aurais dû m'appeler Aïcha, comme je connais une autre femme, Nadège Aïcha, à Paris, qui a fait une pièce en parallèle sur son trajet. J'aurais dû m'appeler Aïcha, puisque le prénom de ma grand-mère qui m'a été caché, c'était Aïcha. Donc, il fallait que je l'embrasse, il fallait que je me donne le nom que mon père n'a pas osé me le donner. Et à partir de ce moment-là, il y a déjà 12 ans, j'ai commencé à m'engager avec le monde à travers ces prénoms Aïcha. Je n'ai pas renoncé au prénom qui m'a été donné à la naissance. Je vis à travers ces deux prénoms. Donc mon travail m'a permis justement non seulement de continuer le travail que je fais comme quelqu'un qui a été né pour justement coloniser la Palestine et je résiste, mais aussi de comprendre la colonisation de mes ancêtres par les Français en Algérie et justement parler de cette double position de colonisé et colonisateur et comment c'est en fait entremêlé. Puisqu'on a été colonisé en Algérie, et puisque les Français nous ont dit, mais nous, on vous a donné un cadeau, on vous a fait des citoyens, c'est pour ça, c'est de là qu'il y a un trait qui continue jusqu'à la colonisation de la Palestine. Puisqu'en fait, les Français ne voulaient pas des Juifs en Europe, c'était déjà une idée napoléonique, justement, que les Juifs colonisent la Palestine. Alors ils ont inventé la question juive et la question de la Palestine. Et puis petit à petit, après la Deuxième Guerre mondiale, les Européens et les Américains ont dit « c'est parfait, c'est ça le moment de supporter les mouvements sionistes qui étaient très marginal parmi les Juifs au monde entier, notamment au Maroc. » Et plutôt peu suivi. Peu suivi. Tout à fait. Mais quand ils ont décidé de supporter, d'aider, d'assister ces mouvements, avec le soutien des institutions internationales, du soutien de l'argent, comme on voit aujourd'hui par rapport au génocide à Gaza, à ce moment-là, en fait, quand on a soutenu la création de l'État d'Israël, tous les pays musulmans sont devenus des ennemis. Donc on nous a fabriqués justement pour être l'ennemi des gens qui étaient nos ancêtres. Et ce livre-là, il parle justement des Juifs, pas des Juifs comme l'Europe nous avait imaginé et nous avait fabriqué, mais des Juifs musulmans, des Juifs arabes, des Juifs berbères. C'est ça qu'on est en fait. Alors justement, le prénom Aïcha m'a permis, le prénom Aïcha, la bijouterie, la pratique de mes ancêtres, m'a permis de revendiquer cette identité et d'imaginer la possibilité de revivre un monde juif musulman. Je suis à Tanger depuis des jours, je me balade et on est un folklore. Et moi, je ne suis pas du folklore, moi je suis vivante. Et je pense qu'on a un héritage à réclamer. Oui. Oui, j'allais dire le terme revendiquer, revendication. J'ai presque le sentiment que ce qu'on appellerait le bouc émissaire, on connaît bien ce terme,
on le connaît dans tout un tas d'écrits et kabbalistiques, etc. Ce bouc émissaire-là, il réclame sa part d'honneur, sa part de dignité. Dans ce livre, on réalise quelque chose, alors c'est peut-être plus une partie, enfin pour moi tout aussi politique, mais quoi qu'on fasse pour se détacher, on est toujours tributaire même des non-dits de nos familles ou des sous-entendus de nos familles qui elles-mêmes sont tributaires des grandes lignes historiques et aussi des non-dits et des oublis où je pense à un texte de Karima Lazali, qui est une psychanalyste algérienne et qui parlait aussi des blancs de l'histoire, c'est-à-dire des blancs dans les familles, de ces grands phénomènes d'effacement. Et à un moment, tu revendiques quand tu es encore une jeune femme, parce que quand on est jeune, on revendique, c'est l'âge des réclamations, et tu revendiques... je pense que c'est à ta grand-mère, si j'ai bon souvenir, dis quelque chose, dis-moi quelque chose. Ce terme est très beau, tu dis, il faut revendiquer de dire la vérité et il faut en même temps faire silence. Ça m'a beaucoup fait réfléchir sur le but de l'écriture. Il me semble que l'écriture est là pour abandonner les discours idéologiques et donner une vraie parole, se consacrer un temps pour dire autre chose. Ce livre, qui est en effet très particulier, il est merveilleusement inclassable. Et c'est très bien, parce qu'on ne peut pas le taxer de taxinomie, tu vois, on ne peut pas l'identifier, ça c'est très bien. Permet de prendre ce recul-là, de se dire, finalement, comment on fait pour dire et faire silence à la fois? Et il faut se rappeler que c'est pas nous qui font silence toujours, hein. On nous fait silencier, on nous force à être silencieux, mais pas dans les bons endroits, justement. Alors je pense que là où on sent qu'on nous a forcé à la silence, c'est là qu'il faut essayer de pouvoir forger un discours vrai, puisque c'est là qu'il y a quelque chose qui est les systèmes qui nous entourent, les langues qui nous ont été données, ont été créés pour que nous, on ne puisse pas parler avec notre voix. Et j'ai un rapport très intense avec la vérité. Je sais qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup d'auteurs et des autrices, des philosophes qui nous disent que la vérité est construite. Et moi, je réclame la vérité, je revendique la vérité. Je ne suis pas prête à dire qu'il n'y a pas de vérité, que tout est construit, qu'il n'y a que de multiples vérités, que c'est toujours au pluriel. Je pense que tous ces gens-là qui nous disent ça, c'est des gens qui, soit ils sont très privilégiés et ils n'ont pas souffert une perte qui est en fait une source de vérité. Je pense à la Palestine, par exemple. Quand la Palestine a été détruite, et les Palestiniens, depuis 1948, n'ont pas renoncé à leurs revendications de retourner à la Palestine, c'est une vérité qui n'est pas une vérité palestinienne. C'est une vérité que la Palestine a été détruite. Voilà. Et tourner la Nakba, tourner la destruction de la Palestine en une affaire palestinienne, comme si c'était la vérité des Palestiniens, c'est l'injustice magistrale de notre langue ou de notre philosophie contemporaine. Alors moi, je revendique la vérité, je revendique le droit à la vérité, et la vérité, ce n'est pas quelque chose qu'on a, ce n'est pas une propriété. La vérité, c'est quelque chose qu'on revendique ensemble. Pour moi, c'est essentiel de revendiquer le retour de la Palestine. Je suis faite non palestinienne, mais je suis palestinienne, puisque ma mère, mon grand-père, ma arrière-grand-mère, du côté maternel, sont des juifs palestiniens. Des sabras, comme on dit? Non, sabra, non. Sabra, c'est justement l'invention israélienne. Voilà. Israélienne. Justement, les Israéliens qui n'étaient pas des juifs palestiniens, qui ont été fabriqués aux usines à l'humain, ils ont inventé les sabras comme la dénomination des indigènes qui n'ont jamais été des indigènes. Mais à la Palestine, justement, il y a eu des Palestiniens, ça incluait des juifs, des arméniens, des chrétiens, des musulmans, des grecs, je veux dire, il y a eu
de gens de partout, comme d'ailleurs il y a eu partout dans l'Empire ottoman. Il y a eu des identités plurielles. Et quand la création de l'État d'Israël a détruit la Palestine, elle a fait des Palestiniens seulement une seule catégorie, les non-juifs. Et ces non-juifs sont devenus les ennemis des Israéliens, ou les Israéliens sont devenus les ennemis de ces chrétiens et musulmans palestiniens, des Arabes en fait. C'est à ce moment-là que les Juifs et les Juifs palestiniens ont été exclus de la catégorie de la Palestine ou de la catégorie du groupe des Palestiniens et ont été faits des Israéliens ou des Juifs israéliens ou des sionistes. Et avec la violence d'État, après une génération, comme moi, je suis née et je n'ai pas compris qu'il y a quelque chose d'autre. Sauf nous, les Israéliens et les Palestiniens sont les ennemis qui veulent nous prendre notre État. Oui. Ça, c'est pas une vérité. Ça, c'est une propagande qu'il faut utiliser tellement de violence, justement, pour tourner la vérité que la Palestine a été détruite, que la Palestine a été expropriée des Palestiniens, pour tourner cette vérité comme la misère palestinienne. Alors, moi, justement, tu me parlais du rapport entre silence et vérité et revendication. Moi, je revendique la vérité. Et la vérité, on la revendique ensemble. Moi, je la revendique avec les Palestiniens. À travers ça, je revendique aussi mon affiliation aux juifs palestiniens d'avant la Nakba et en espérant, après la Nakba, après la catastrophe, le génocide d'aujourd'hui, quand la Palestine sera libre. Inch'Allah, j'ai envie de te dire. Avant qu'on clôt je pourrais t'écouter, avec les bruits de la Casbah, je pourrais t'écouter des heures. Il y a des passages dans ton livre, parce que c'est un livre aussi où tu cherches ton père, ou du moins tu es sur des voies pour découvrir ton père. C'est un livre qui m'a beaucoup fait penser à un livre pour moi qui a été aussi très marquant dans ma vie de lectrice et d'écrivain. Parfois, il m'arrive d'écrire. C'était L'invention de la solitude de Paul Auster. Et dans ce livre, il cherche aussi ce père qu'il a vaguement connu sans le connaître. Il y a un passage, tu décris que tu tentes d'ouvrir des échanges avec ton père. Tu veux qu'il te parle de l'Algérie, de ses années d'enfance à Oran. Et ton père vit dans une sorte, alors pas de déni conscient, pas vraiment, mais il en parle assez peu. Et il y a une phrase qui m'a marquée et que j'ai soulignée au moment où je l'ai lue et que je continue de relire. Tu dis « Mais nous avons été élevés pour échouer ». Et je trouve cette phrase absolument terrible, enfin, je la trouve très marquante. Et je me suis demandé si ton père s'était davantage confié sur toutes ces années-là, aurais-tu le sentiment que vous aviez été élevés pour réussir? Et tu vas m'expliquer ce que tu entends par échouer et réussir. Et bon, tout d'abord, à la quête du père. Mais tu vois, la tragédie est que c'est pas que j'ai perdu mon père à l'âge de 3-4 ans et que j'étais à la quête de mon père. Il y a des gens qui sont à la quête de leur père ou mère puisqu'ils l'ont pas connu. Moi, je suis à la quête du père qui a été dénié par mon père. Tu vois, la catastrophe. Comme Paul Auster dans son livre. Ouais, je suis à la quête de mon père qui a... Tout un théâtre a été fait pour que je ne le connaisse pas et pour que lui, il ne puisse pas affirmer qui il est. Je ne pense pas que si mon père aurait parlé plus de l'Algérie, on n'aurait pas échoué, malheureusement. Puisque, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas que mon histoire personnelle. Je pense que si c'était que mon histoire personnelle, peut-être je n'aurais pas pu l'écrire d'une manière aussi intime et de dévoiler tellement de choses sur moi. Je pouvais l'écrire, je pouvais me dévoiler seulement puisque ce n'est pas mon histoire personnelle d'une certaine manière. C'est l'est et ce ne l'est pas en même temps. C'est ce que l'Empire a fait comme mon histoire personnelle, comme l'histoire personnelle de mon père. Et comme l'Empire a continué à fonctionner, à opérer avec beaucoup de violence quand je suis née, quand mon père m'avait élevé, je ne pense pas qu'on pouvait ne pas échouer. Je pense qu'on pouvait faire mieux ensemble pour résister à l'Empire.
Et quand tu m'as demandé tout à l'heure pourquoi réécrire ces textes, tu vois, il y aura un livre de moi qui va paraître en anglais, le grand livre sur l'Algérie, qui s'appelle Les bijoutiers de l'Ouma, qui va paraître en septembre en anglais, malheureusement pas encore traduit, il n'y a pas encore une maison d'édition. Non, Broad-Boccrick ne va pas le publier, c'est un livre très grand, c'est 600 pages. Ah oui. Il faut qu'il y ait une maison d'édition française ou marocaine qui prendra les défis. On va faire un appel. Ouais, Actes Sud, par exemple. Ouais, mais en tout cas, dans ces livres-là, justement, ce que j'ai fait, ce n'est pas réécrire ces textes, mais c'est justement me réconcilier d'une quelque manière avec mon père d'une part et avec ma mère d'autre part, et comment je me réconcilie avec eux. J'essaye de leur expliquer par des lettres que je leur écris, c'est un livre de 16 lettres, très longues. Ça ouvre avec une lettre à mon père et ça se ferme avec une lettre à ma mère. Et justement, ce que j'essaie de faire, c'est d'expliquer à mon père pourquoi il devait résister autant que moi à ce que le colonialisme a fait de lui, a fait de ses rapports avec ses ancêtres, qu'il pensait que c'est ses ancêtres, cette communauté juive oranaise qu'il avait enfermée, tandis que c'était le colonialisme qu'il avait enfermé. Et j'essaie d'expliquer à ma mère qu'elle aurait dû trahir l'État et ne pas m'élever comme une bonne citoyenne de cet État qui a détruit sa Palestine. La Palestine tant aimée d'elle, par elle, la Palestine a été détruite quand elle avait 17 ans. Alors je lui explique en fait qu'elle devait résister la destruction de la Palestine, que elle, son grand-père, son père, sa grand-mère, toutes ces générations de juifs qui venaient de l'expulsion de l'Espagne et qui se baladaient dans l'Empire ottoman, ils devaient résister à cette destruction. Alors j'essaie d'expliquer à mes parents qu'en fait, ensemble, on résiste à cette destruction du monde juif musulman, et que j'espère, sinon dans ma génération, au moins dans la génération de mes enfants ou de mes petits-enfants, que le monde juif musulman pouvait être revivé contre l'invention violente de cette fantaisie judéo-chrétienne que l'Europe a inventée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, justement pour légitimiser la destruction de ces mondes juifs musulmans et faire de nous des collaborateurs avec l'Europe chrétienne qui, quelques années auparavant, voulait nous exterminer. Et à faire dans notre âme, dans notre esprit, dans notre mentalité, tourner les Arabes et les musulmans dans nos ennemis. Les musulmans et les Arabes n'ont jamais été les ennemis du peuple juif ou des Juifs, là où ils ont vécu. Et ça, c'est la fabrication du colonialisme sioniste de la Palestine et du colonialisme français de l'Afrique du Nord et aussi du colonialisme britannique du Moyen-Orient, mais j'en parle pas de ça. Ariella Aïcha, merci beaucoup. Merci C'était beaucoup passionnant, à toi, c'est passionnant. Nous étions sur la terrasse, il y a du vent, il y a du chergui, il y a les bateaux. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de Radio Les Insolites. Nous étions avec Ariella Aïcha Azoulay, la résistance des bijoux contre les géographies coloniales.